Bonjour. Comme vous le savez déjà, nos caractéristiques héréditaires sont déterminées par une information génétique. Cette information génétique, elle est portée par des molécules d'ADN qui se trouvent dans les noyaux de chacune de nos cellules. Cette information génétique, elle va permettre la synthèse de protéines, des molécules essentielles qui vont elles-mêmes déterminer partiellement notre phénotype, c'est-à-dire l'ensemble de nos caractéristiques. En simplifiant un petit peu, on peut dire que chaque protéine est déterminée par un petit bout d'information génétique qu'on appelle un gène. Et chaque gène peut avoir plusieurs versions, ce qu'on appelle les allèles. L'ensemble de nos gènes est appelé le génome, à ne pas confondre avec le génotype qui correspond à l'ensemble des allèles. Au sein de l'espèce humaine, on peut dire qu'on a tous à peu près les mêmes gènes, mais par contre, on n'a pas les mêmes allèles. Et c'est cette variabilité allélique que l'on trouve donc au sein de chaque espèce, et qui fonde un des niveaux de la biodiversité, que l'on appelle la diversité intraspécifique, ou encore la diversité génétique. C'est cette diversité génétique qui peut entraîner des conséquences en matière de santé. Maladies génétiques, prédisposition génétique, cancer, résistance des bactéries aux antibiotiques, toutes ces choses-là découlent initialement de la diversité génétique. Ainsi, étudier cette variabilité génétique permet de mieux appréhender certains problèmes de santé publique et ainsi de sauver des vies. Je vais faire 4 vidéos sur le sujet et dans cette première vidéo de la série, je vais commencer par parler des maladies génétiques. Alors c'est parti. Au cours de notre vie, nos cellules accumulent des mutations. Je vous rappelle qu'une mutation, c'est un changement dans l'information génétique qui peut apparaître de manière spontanée. Concrètement, ce sont des changements dans la séquence des nucléotides de l'ADN. Donc ça peut être par exemple une substitution d'un nucléotide par un autre, ou bien une délétion, c'est-à-dire une suppression d'un ou de plusieurs nucléotides, ou bien une addition d'un ou de plusieurs nucléotides dans la séquence. En principe, ces mutations sont censées être rares, car on a des mécanismes de réparation de l'ADN et tout. Mais, vu qu'on a des milliards de cellules qui contiennent chacune des milliards de nucléotides, eh bien ça arrive en fait assez souvent. En gros, on accumule chaque jour des milliers de mutations. Ces mutations n'ont pas bien de conséquences, car vu que nos cellules sont très nombreuses, s'il y a une mutation qui arrive dans une cellule donnée, eh bien en fait il y a les autres à côté pour assurer. Mais parfois, il y a des mutations qui peuvent survenir dans des cellules de la lignée germinale, c'est-à-dire dans les gamètes ou dans les cellules qui vont donner des gamètes après. Dans ce cas, si par malheur la cellule mutée donne un gamète qui fera une fécondation, eh bien on aura une cellule œuf mutée. Et dans ce cas, la mutation apparaîtra dans toutes les cellules du descendant, et elle deviendra héréditaire. Et si on n'a vraiment pas de bol, cette mutation héréditaire, elle peut être responsable d'une protéine dysfonctionnelle, ce qui peut alors déclencher une maladie. Par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, le gène muté donnera une protéine CFTR qui sera déficiente. Et ça, c'est très embêtant, car normalement, la protéine CFTR, elle est censée s'enchâsser dans la membrane pour laisser passer les ions chlorure, et c'est ce flux d'ions qui va permettre d'enclencher un flux d'eau qui, lui, va fluidifier le mucus, ce qui va, du coup, permettre un bon écoulement du mucus vers l'extérieur. Alors que, si le gène est muté, alors la protéine, elle ne sert plus à rien, donc le chlorure, il reste dans la cellule, l'eau aussi, et du coup, le mucus devient très visqueux, ce qui l'empêche de s'évacuer. Et ça, ce sera donc responsable des symptômes qui sont très gênants, voire mortels, à savoir les difficultés de l'individu pour respirer. Ce genre de maladie, dont le déclenchement est déterminé uniquement par la présence d'un ou de plusieurs gènes mutés, c'est ce qu'on appelle une maladie génétique. En gros, c'est très simple, soit on présente la mutation et on a la maladie, soit on n'a pas la mutation et on n'a pas la maladie. Ça ne dépend pas du tout de l'environnement ou du hasard. Mais c'est déjà écrit à la naissance. Alors après, on peut avoir plusieurs types de maladies génétiques suivant les gènes qui sont impliqués. Dans certains cas, ces maladies génétiques sont causées par la mutation d'un seul gène. C'est le cas par exemple dans la mucoviscidose, où le seul gène impliqué est le gène CFTR. On a d'ailleurs une seule mutation sur ce gène, en l'occurrence, comme on peut le voir ici, une délétion de 3 nucléotides T. Et cette mutation sur ce gène suffit à provoquer la maladie. On parle dans ce cas de maladie monogénique. Alors après, la mutation, soit elle peut être sur un chromosome sexuel, donc le chromosome X ou le chromosome Y, soit elle peut être sur un autre chromosome, ce qu'on appelle un autosome. Et dans ce cas, eh bien, on parle de maladie à transmission autosomique. Et enfin, suivant la maladie et la mutation, l'allèle obtenu peut être soit dominant, soit récessif. En effet, ça peut arriver que l'allèle muté soit dominant, même si c'est pas très courant. Donc par exemple, il y a une maladie qui s'appelle la chorée de Huntington qui est transmise par un allèle muté dominant. On parle alors de maladie à transmission autosomique dominante. Et dans ce cas, il suffit qu'il y ait un seul allèle muté pour que la maladie apparaisse.
Du coup, les individus hétérozygotes pour ce gène sont malades. Mais dans la majorité des cas, l'allèle muté est récessif et peut donc être compensé par un deuxième allèle sain. Dans ce cas, ça signifie qu'il faut 2 allèles mutés pour que la maladie s'exprime. C'est le cas notamment chez la mucoviscidose. On appelle ça une maladie à transmission autosomique récessive. Et ça implique la présence d'individus hétérozygotes qui vont être des porteurs sains du gène muté. Ces gens peuvent donc, sans le savoir, transmettre l'allèle muté à leur descendance. Alors ça, c'est pour les maladies monogéniques, parce qu'en fait, il existe plein de maladies génétiques pour lesquelles c'est l'interaction entre plein de gènes différents qui va déclencher la maladie. Dans ce cas, bien sûr, c'est un peu plus compliqué d'identifier tous les déterminants génétiques de la maladie. Alors comment savoir si la maladie est monogénique ou pas, et si elle est à transmission autosomique récessive ou dominante? Eh bien pour cela, on va étudier des arbres généalogiques dans lesquels la maladie est présente. Par exemple, dans cet arbre-là, si on suppose que la maladie étudiée est monogénique, alors on peut deviner qu'elle est forcément à transmission récessive. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'au moins un des 2 parents de Marc et qu'au moins un des 2 parents de Julien serait atteint par la maladie. Une fois que l'on connaît les déterminants génétiques, on peut utiliser les arbres généalogiques pour calculer la probabilité qu'un enfant à naître soit atteint ou pas par la maladie. Si je prends la famille du côté de Pascal, je sais que Marc présente 2 allèles mutés, puisqu'il est malade, et que la maladie est à transmission récessive. Du coup, forcément, chacun de ses 2 parents lui a filé un allèle muté, donc les 2 parents sont hétérozygotes. Et si on fait un échiquier de croisement à partir de ça, on voit que du coup, Pascal peut être homozygote S sur S ou hétérozygote. Plus précisément, il a 2 chances sur 3 d'être hétérozygote et 1 chance sur 3 d'être homozygote. De l'autre côté, pour la famille d'Alice, c'est exactement pareil. Donc si je récapitule, pour que leur gamin soit atteint, il faudrait que Alice et Pascal soient hétérozygotes les 2. Pour ça, il y a 2 chances sur 3 fois 2 chances sur 3, donc 4 chances sur 9, et même si les 2 sont hétérozygotes, l'enfant n'aurait que 1 chance sur 4 d'hériter des 2 allèles mutés. Du coup, en multipliant les probas, on a 1 chance sur 9 pour que l'enfant à naître soit atteint. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien ça peut servir, car si la probabilité calculée est suffisamment importante, on peut réaliser alors un test diagnostique pendant la grossesse, grâce à ce qu'on appelle une amniosynthèse. En gros, le principe c'est qu'on prélève un petit peu de liquide amniotique par une seringue, et on analyse du coup l'ADN du bébé qui se trouve dans ce liquide, et en cas de diagnostic positif, au moins la mère est au courant, et du coup, si elle souhaite, elle peut avorter, donc réaliser une interruption volontaire de grossesse. Mais connaître les maladies génétiques et leurs déterminants permet aussi d'élaborer des traitements. Ce qui est utilisé aujourd'hui, c'est surtout des traitements qui permettent de limiter les symptômes, mais sans une guérison totale de la maladie. En gros, les médicaments auront pour but de remplacer la fonctionnalité qui est déficiente à cause de la maladie. On peut aussi contrôler l'environnement afin qu'il permette de limiter les symptômes. Par exemple, pour la mucoviscidose, les malades peuvent faire de la kiné respiratoire, donc pour évacuer le mucus très épais qui obstrue leurs bronches, et ils peuvent aussi prendre des médicaments de type bronchodilatateur ou des fluidifiants mucolytiques qui vont les aider à respirer normalement. Mais depuis quelques années, les scientifiques planchent sur des traitements bien plus spectaculaires, la thérapie génique. Alors, le principe, en gros, c'est de remplacer le gène déficient par un gène sain dans l'organe ciblé par la maladie. Alors ça paraît simple un petit peu comme ça, mais en fait, c'est une véritable prouesse technique. Car toutes les cellules de l'individu malade présentent le gène muté. Du coup, il faut remplacer le gène déficient dans des millions et des millions de cellules. Ce qui, évidemment, est loin d'être facile. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. On peut par exemple insérer directement le gène sain dans les cellules du malade, via un vecteur. Ce vecteur, en général, ça sera un virus modifié. Vu que la caractéristique d'un virus à la base, c'est justement de pouvoir infecter un maximum de cellules et de se propager au sein des tissus, vous comprenez facilement pourquoi on les utilise pour diffuser du coup le gène d'intérêt. Après, il y a d'autres techniques à base de nanoparticules, mais c'est assez compliqué, donc je n'en dirai pas plus. On peut aussi prélever des cellules souches du patient pour les modifier génétiquement in vitro, et pour ensuite les réimplanter dans son corps. Dans le cas de la mucoviscidose, les scientifiques ont mis au point un aérosol, du genre ventoline un peu, qui pulvérise des virus contenant le gène sain. Mais ce n'est pas encore tout à fait au point. En revanche, la thérapie génique a déjà fait ses preuves pour d'autres maladies, même si, pour l'instant, il s'agit d'une technique qui est encore en développement. Voilà, donc inutile de vous dire que cette technique suscite de grands espoirs pour l'avenir. On peut conclure en résumant un peu tout ça. Déjà, il faut savoir que les maladies génétiques proviennent de mutations héréditaires
qui sont responsables d'un dysfonctionnement chez la protéine codée par le gène muté. Dans la majorité des cas, plusieurs gènes sont impliqués, mais pour certaines maladies génétiques qui sont qualifiées de monogéniques, un seul gène muté peut suffire à déclencher la maladie. Même si en général, il faut que les deux allèles soient mutés pour que la maladie apparaisse. L'étude des déterminants responsables des maladies génétiques permet de calculer des probabilités d'apparition des maladies chez un enfant à naître en fonction de ses antécédents familiaux. Mais ça permet aussi de développer des traitements novateurs. Par exemple, la thérapie génique, qui consiste à remplacer un gène déficient par un gène sain, est une technique qui suscite beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais pour la grande majorité des pathologies, plusieurs facteurs différents sont responsables de l'apparition d'une maladie. La génétique, certes, mais il y a aussi l'environnement, ou encore même le hasard. Ainsi, dans ma prochaine vidéo, je tâcherai d'aborder ce qu'est la notion de facteur de risque d'une maladie. Alors je vous dis à bientôt.